Deuxième partie de l'émission Le Monde en 7. Nous passons maintenant à notre troisième sujet. Ce sera le Togo. On va évoquer donc les leçons à tirer de 3 années de décentralisation. Le processus de décentralisation a été véritablement amorcé, ou je dirais relancé au Togo avec les élections municipales de 2019, les 30 juin et 19 juillet 2019. Les Togolais étaient aux urnes pour élire des élus communaux qui ont pris la tête donc des 117 communes que compte le pays 3 ans après. Est-ce qu'on peut dire que l'expérience est réussie? En tout cas, aujourd'hui, le test sur la décentralisation a déjà connu plusieurs modifications, ce qui fait dire à beaucoup d'acteurs qu'on est en train de vivre une décentralisation à tâtons. Quels en sont finalement les avantages pour les populations? Qu'est-ce qu'il y a à réajuster? Ce sera donc l'objet du débat de cette deuxième partie, toujours avec mes deux invités, Eric Johnson, directeur de publication de l'Union, et Zana Sadio-Richou, analyste sociopolitique. Zana, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pensez que de 2019 à 2022, 3 ans de décentralisation, de façon empirique, vous pensez que quelque chose a changé? Est-ce que je pense si quelque chose a changé? Oui, forcément, au niveau de la forme, au niveau de l'exercice du pouvoir, beaucoup de choses qui étaient centralisées sont aujourd'hui décentralisées. Par exemple, aujourd'hui, lorsque vous avez besoin de faire une formalité, vous n'avez plus besoin d'aller à l'état civil central ou bien à la mairie. Vous vous dirigez vers la mairie de votre commune. Et cela facilite, comment dit-on, certains actes, etc., etc. Mais comme vous l'avez si bien souligné, je crois que si je ne me trompe pas, il y a eu 3 modifications. Quatre. Quatre Bon, moi, modifications. je parle de, par exemple, il y a eu la loi de 2007 qui a été modifiée la première fois en janvier 2018. La loi sur la décentralisation date de 2007, le 13 mai 2007. 2007. Voilà, 13 mars. 13 Ensuite, mars il y a une 2007. modification en janvier 2018, une deuxième modification en juin 2018 et une troisième le 1er octobre 2021. C'est bien cela? Oui. Donc ça Et fait 3 modifications. il y a Il y a une encore eu quatrième, une quatrième tout récemment. le 30 juin 2022. Ok, d'accord, c'est la quatrième pensée. Donc, voilà. Donc, mais ceci dit, il faut reconnaître que la décentralisation, c'est un processus. Et toute loi, aucune loi n'est figée. La loi, elle est appelée à régir aussi bien les situations actuelles que les situations futures. Donc naturellement, s'il y a des situations qui échappent ou bien qui ne sont pas suffisamment réglées par cette loi-là, mais ce n'est pas un crime, ce n'est pas à voir d'un mauvais œil si le législateur décide de rajuster les choses. Ça ne fait pas du cas par cas? Non, c'est-à-dire, en fait, c'est ça, en fait. C'est-à-dire on a juste, à chaque fois qu'un nouveau problème vient, on a juste comme si on n'avait pas pensé holistiquement la décentralisation avant de se lancer. Vous savez, c'est ainsi que toutes les lois sont abouties. Nous avons la malchance, ou bien peut-être la paresse intellectuelle, de nous inspirer des lois plus à dominante française dont nous faisons quelques retouches. Et si vous lisez, par exemple, certaines dispositions des lois françaises, mais cela découle d'une situation passée, d'une situation qu'ils ont voulu résoudre. Mais naturellement, s'il y a un cas qui crée problème, mais pourquoi ne pas l'adapter? C'est-à-dire, on a commencé la décentralisation, vous avez dit en 2019. En 2019, on en est à 3 ans. Est-ce que vous avez lu un peu l'historique de la décentralisation dans le pays d'où nous copions cela? Comment ça a commencé? C'est assez édifiant. Donc, naturellement, il y a des situations qui seront peut-être porteuses de conflits plutôt, mais que nous sommes appelés à résoudre. Forcément, donc, il faut, à un moment donné, si la loi ne répond pas, n'arrive pas à résoudre les problèmes qui se posent, mais il va falloir que la loi puisse élargir son champ d'action. D'accord. Eric Johnson, je pense que Zana Sadio a évoqué, quand on parle aujourd'hui de décentralisation, l'un des avantages, c'est
une sorte de décentralisation d'un certain nombre d'actes. On a plutôt l'impression, quand on analyse, que c'est le seul bienfait qu'on tire finalement. Non, C'est de l'euphémisme de sa part. Du tout pas, du tout pas. Il y a plusieurs autres avantages dans la décentralisation. Sauf que en parlant des modifications qu'il y a, la loi, elle est évolutive. Absolument. À chaque fois que vous rencontrez des problèmes, vous vous posez des questions, comment résoudre définitivement ces problèmes-là. Et s'il n'y a pas une loi qui recadre ce problème-là ou le sujet, vous ne pourrez jamais dire que vous avez une loi pour la décentralisation. Et nous, je ne sais pas, peut-être tu vas l'évoquer, c'est le cas du Golf 4. On va revenir sur ça. Oui, et donc, voyez-vous, il y a une loi sur la décentralisation qui date de 2007, qui a été modifiée déjà 4 fois. Et s'il faut relire à chaque fois les modifications qui sont apportées, vous vous rendez compte qu'il y a peut-être à certains niveaux un échafaudage entre la loi sur la décentralisation et la Constitution. C'est-à-dire qu'il y a des prérogatives régaliennes qui sont réservées à l'État, au gouvernement, et qui se retrouvent en même temps être des prérogatives des communes. Des compétences partagées. Des compétences partagées. Et donc, à partir de ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Doit-on laisser cela de cette manière quand on parle d'adressage? Oui, moi je voudrais qu'on revienne un peu plus loin sur ça, mais d'abord, de façon globale, le bilan même de 3 ans de décentralisation, est-ce que pour vous, il est positif? 3 ans, on fait un bilan à mi-parcours. Bilan à mi-parcours. Je vais déjà commencer par dire une chose très importante pour moi. Quand hier, vous rencontrez dans la rue, je parle de la démocratie à partir de 90, du 5 octobre 90. Quand vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas de votre bord dans la rue et vous vous saluez, déjà, les gens disent, attention, ces gens-là, ils sont en train de fomenter quelque chose parce que on ne doit pas être en contact avec son adversaire politique. C'était quand même la conception que nous avons quand on a commencé cette démocratie. L'adversaire politique est un ennemi à abattre. À abattre. Aujourd'hui, dans nos mairies, tout le monde cohabite. Que vous soyez du parti au pouvoir, de l'opposition radicale, de l'opposition modérée, un parti satellite, je ne sais pas, mais tout le monde cohabite. Et là, vous êtes obligés de travailler ensemble. Je crois que nous ne regardons pas souvent le cursus politique de nos dirigeants. Mais à partir de cette décentralisation aussi, les gens vont avoir un cursus politique normal. Vous savez déjà gérer une commune, vous pourrez savoir gérer une préfecture, une région, etc. Et donc, à partir de ce moment, quand vous arrivez au sommet, ce sera chose plutôt un peu plus facile pour vous. L'autre avantage, par exemple, aujourd'hui, vous savez, quand on est de l'autre côté et on regardait les gens gérer, on se dit, mais ceux-là, ils ne connaissent rien, ils ne savent rien. Mais aujourd'hui, les gens sont en apprentissage de la gestion de la chose publique. Les gens sont rentrés dans les mairies en se disant que, voilà, on a un mandat électif, donc nous aussi, on va gagner un peu notre vie. Des exemples de personnes? Mais, je ne pourrais pas t'en donner. Mais, quand ils se rendent compte aujourd'hui du travail à abattre avant de gagner leur vie, ils se disent, attention, ce qu'on croyait de l'autre côté, ce n'est pas forcément ça. L'autre avantage également, vous savez, il y a une situation qui se présente dans une commune. Le maire demande à ses conseillers, allons sur le terrain. Alors que
l'idée qu'on a, c'était que les maires restaient avec leurs conseillers, étaient des bureaucrates, ils restaient chez eux, ils regardaient de loin ce qui se passait. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle donne, vous êtes obligés d'aller sur le terrain. Tout ça, je mets ça à l'avantage quand même de cette politique de décentralisation. Et plus loin, tu me laisses terminer, et plus loin, vous voyez, quand les gens sont à des postes de responsabilité, ils se disent, moi, je vais fonctionner de cette manière. Mais il y a des lois de la République. Vous êtes obligés d'apprendre aujourd'hui comment gérer les choses à partir de ce que vous avez comme loi dans votre microstrom et la loi de la République. Désormais, les mairies sont obligées de travailler ensemble aussi par rapport à des situations données. Donc je dis tout ça là, aujourd'hui, franchement, on apprend à gérer la chose publique. Il y a un autre aspect de cette décentralisation parce que l'un des avantages qui a été vanté avant qu'on aille aux élections, c'est cette proximité entre les élus et leur population. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la participation citoyenne à la gouvernance locale est une réalité? C'est une question qu'il faut se poser. Mais avant cela, vous avez posé une question très importante, qui est celle de savoir quel est le bilan de ces 3 ans de décentralisation. Est-ce positif, est-ce négatif? Vous savez, justement, pour répondre à ces questions, il faut se demander quelles étaient les attentes de part et d'autre quand ce processus était lancé. Quelles étaient les attentes des populations, de nous les citoyens, et quelles étaient les attentes de ceux qui aspiraient à prendre la tête de ces communes-là. Donc c'est de la jonction de ces deux attentes qu'on peut en faire le bilan. Quels sont les résultats aujourd'hui? Certes, sur le papier, au sein de la loi, je crois qu'il y a ce qu'on appelle le bureau du citoyen, qui est appelé, n'est-ce pas, à interagir avec nos élus municipaux, et ces élus municipaux sont tenus de rendre disponibles leurs décisions, de rendre transparent leur gestion. Mais à quoi l'on assiste aujourd'hui? Est-ce que c'est facile aujourd'hui d'avoir accès aux décisions, par exemple, de la commune de Golfe 5? Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Ils ont des pages Facebook, des pages ici et là, mais combien sont-ils à mettre, à publier les décisions, les délibérations de leur conseil municipal? C'est point d'interrogation. Donc, ceci dit, le bureau du citoyen en lui-même n'est pas fonctionnel parce que le décret d'application n'est pas pris. Je suis tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. Mais de là, il y a une idée majeure. Parce que parfois, nous nous écartons de l'essentiel. Il faut se demander, quand ceux de chez qui nous copions la décentralisation, comment cela est né? Quel était l'objectif? En fait, en 1919, il y a un ministre du commerce français qui s'appelait Étienne Clémentel, ministre de l'Industrie et du Commerce, qui a créé 17 groupements économiques régionaux. Et ces groupements s'étaient formés autour de la chambre de commerce. Et c'est sur ça, c'était le premier acte de la décentralisation dans l'histoire de la décentralisation en France. Et donc c'est sur cette ossature qu'est venu se greffer après ce qu'on a appelé les régions économiques, etc. L'idée majeure à retenir de cela, c'est que ce n'est pas, je dis bien, ce n'est pas la décentralisation du pouvoir politique qu'est née l'idée de décentralisation, mais sur un aspect économique. C'est des entités économiques qui avaient des spécificités, à qui il fallait donner une certaine orientation des ressources pour les développer, pour servir au développement de l'économie nationale. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que c'est sur des réalités économiques qu'ont été créées nos communes? C'est là le point d'interrogation, d'où la question de se demander quelles sont les attentes en amont
de notre décentralisation pour qu'on puisse attendre des résultats et apprécier si vraiment ces résultats sont positifs ou bien ces résultats sont négatifs. Pour moi, je pense que la décentralisation, c'est pour le développement. C'est pour le développement des communes parce qu'on a constaté que la centralisation du pouvoir faisait que parfois, pour des raisons souveraines, on essayait peut-être de négliger le développement de telle commune au détriment de celle-ci. Maintenant, s'il y a des élus, des représentants de cette collectivité territoriale, eux, ils peuvent à tout moment suivre le processus, comment on appelle ça, entériner ou bien faire des déclinaisons nationales des plans de développement nationaux au niveau local. Pour moi, c'est ça l'intérêt d'abord. Donc, et c'est là il faut se demander, nos élus locaux, qu'est-ce qu'ils nous proposent en termes de développement local? On va revenir à cet aspect de proposition, mais moi, je n'ai pas vraiment eu la réponse à la question de la participation citoyenne. Oui. En fait, il faut dire que la réponse à sa question qu'il était en train de poser par rapport à ce que les gens voulaient. Les attentes. Oui, mais en réalité, vous savez qu'il y avait les délégations spéciales qui représentaient forcément les mairies. Mais les gens ont voulu désormais que l'on aille aux élections pour que les maires soient élus et qu'ils soient représentatifs des citoyens à la base. Voilà. C'est ça la réalité chez nous. Politiquement, c'est ce qu'on a voulu. Maintenant, économiquement, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que les maires ont voulu faire de leur commune? Voilà. Aujourd'hui, tout le monde parle de développement. Le budget, ce qu'on a constaté, et vous savez, c'est là aussi qu'il faut dire que Samuel posait une question au début de cette émission. Il demandait si l'on ne va pas à des modifications au cas par cas. On a constaté que sur le plan de la trésorerie, les gens ne géraient pas bien les choses depuis les délégations spéciales. Non, les élections. Oui. Parce que les délégations spéciales avaient une manière de gérer la chose publique qui n'est pas conforme aux lois sur la décentralisation. Et donc, quand vous avez désormais une loi, il faut respecter les termes, il faut respecter la loi. Mais on a constaté que cette gestion financière n'est pas orthodoxe. C'est pour ça, tout de suite, le ministère de l'administration territoriale a pris rapidement un décret pour affecter même les financement de ces mairies-là à ce qu'on appelle le FACT, oui, qui est logé au niveau de l'ANADEB. Voilà autant de situations qui conduisent quand même à des modifications de la loi sur la décentralisation. Alors, vous faites aussi, pour moi, le bilan de la participation citoyenne. Est-ce qu'aujourd'hui, 3 ans après, on peut se réjouir que, au niveau de chaque commune, par exemple, les populations de la limite communale se sentent concernés par ce qui se fait? On a un peu l'impression, quand on regarde, bon, on a des maires... Faut pas répondre. La réponse, tu l'as. Oui. C'est que, pour le moment, rien ne se fait dans ce sens-là, alors qu'il y a le GIZ, oui, cette ONG allemande qui aide nos mairies à installer quand même leur cellule qui sert de courroie de transmission entre les conseillers, la mairie et les citoyens. Oui. Mais on ne voit rien aujourd'hui parce que si cela se faisait, mais il n'y aurait plus de discussion à faire. Mais très sincèrement, la réponse est non. Zana, sur ce point précis? Moi, sincèrement, sur ce plan, je pense que certes, il y a eu la décentralisation sur les aspects administratifs, mais au niveau même de la gestion des affaires, c'est-à-dire au niveau de la gestion de ce qui concerne le citoyen,
sur le plan économique, sur le plan social, on remarque que c'est toujours centralisé au niveau de ces mairies. Je vais donner par exemple l'exemple le plus courant et l'exemple qui fait beaucoup de valse chaque fois. C'est l'exemple, comment on appelle, de la commune de Golfe 5. Chez Kossia Boka. Oui, mais on a l'impression que lui, ou bien du moins cette commune, cette mairie, gère son autorité de manière, je dirais... Cavalière. Voilà, vous avez la situation de, comment on appelle, ces revendeurs aux abords des rues. Je vais donner un exemple. Tout d'abord, on leur demande de faire des installations conformes à certaines normes qui sont confiées à une société qui s'appelle Lampe et Lumière. C'est le nom de la société. Mais peu de temps après, alors que des gens, pour se conformer à ces normes, ont fait des investissements, peut-être avec des emprunts, avec des prêts, à hauteur parfois de 1 million, plus de 1,5 million. À très court terme après, 8 mois, 1 an après, on leur dit que la commune décide maintenant d'installer des kiosques, débarrasser ce que vous avez, on installe des kiosques, ce que vous devez louer désormais. Alors qu'un investissement initial avait été déjà fait, sous le contrôle de la société qui avait mandat auprès de la commune. Les gens se demandent, mais comment on fait de notre investissement initial sous les normes que vous nous aviez imposées au travers de cette société? On dit non, nous avons décidé comme ça, vous devez vous y conformer. Je vous parle d'une situation actuelle qui se passe dans la commune de Golfe 5. Mais comment est-ce qu'on peut gérer, comment on appelle ça, le domaine public municipal de cette façon? C'est un exemple parmi les autres. C'est pour dire qu'en fait, il y a la décentralisation. Et le comble de l'affaire, puisque la politique s'y mêle, c'est de se dire que ce maire uni est élu avec une majorité d'élus municipaux de l'opposition. Oui. C'est un exemple de cohabitation que vous avez cité tout à l'heure. Donc, c'est pour se dire, mais on est dans la décentralisation, mais on remarque qu'au sein même, durant le cours de ce processus de décentralisation, mais l'autorité, le pouvoir municipal reste lui-même centralisé et ne descend pas du niveau du citoyen pour prendre en compte leurs préoccupations. Donc la participation citoyenne, ça pose problème. Il y a l'autre aspect, et moi je vais peut-être me faire le porte-voix des élus locaux, notamment les maires. Ils disent que la décentralisation que nous vivons n'est pas accompagnée de décentralisation de moyens. Les ressources. Oui, de toutes les façons, voilà ce qui se passe. Il y a un budget pour chaque mairie. L'État affecte un budget par rapport aux ressources que ces communes-là regorgent. Parce que si par exemple nous prenons la taxe d'habitation, c'est l'OTR qui est chargé de collecter ces fonds-là pour les reverser aux mairies. Mais les mairies disent qu'ils attendent, normalement ça devait être trimestriellement, je ne sais pas, mais ils attendent peut-être jusqu'à la fin de l'année avant qu'on ne leur reverse ces sous-là. Les conseillers ont raison de dire qu'ils n'ont pas de moyens de leurs actions. C'est une réalité. Mais l'autre aspect, c'est qu'il faut être peut-être inventif pour nos maires en créant des activités. C'est là surtout où il faut faire participer les citoyens dans les actions de la commune. Parce que si vous voulez, par exemple, que vous ayez quand même des ressources, mais ce sont les citoyens. Vous ne pouvez pas vous-même aller emprunter de l'argent auprès des banques ou pour faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, la loi leur demande d'ailleurs, si vous voulez faire un budget et vous voulez investir dans quoi que ce soit, il faut prendre attache avec le ministère de
des collectivités locales qui va à son tour voir le ministre des Finances pour que votre investissement puisse passer, si vous avez des projets Oui, à réaliser. à réaliser. Donc, voilà autant de situations. Donc, je dis, il faut que les maires créent. Il faut qu'ils créent, mais en bonne entente avec les citoyens. Vous savez, aujourd'hui, il y a certains marchés. Les gens se disaient que, bon, moi, je vais devenir maire dès qu'un bidon d'huile tombe, j'ai au moins 25 francs ou 50 francs. Mais la réalité est autre chose sur le terrain. Donc, les mairies sont en difficulté, il faut le reconnaître. Financièrement, les mairies n'ont pas de moyens pour pratiquer ou pour exercer les actions sur le terrain. Les conseillers ont raison de parler ainsi. Maintenant, moi, je leur demande, au-delà de tout ça, parce que c'est le premier exercice, c'est le premier mandat. On aura toutes les difficultés. Maintenant, on est en train de retoucher, qui sait si dans 3 mois, on ne va pas faire une 5e retouche de la loi sur la décentralisation. Mais toujours est-il qu'on aura quelque chose de formel, hein, peut-être à la seconde expérience, c'est-à-dire la prochaine L'élection, c'est 2024. Voilà. Alors, on en vient maintenant à ce qui fait un peu l'actualité, c'est, puisque je le disais, il y a comme une gestion au cas par cas avec cette loi sur la décentralisation. On a l'impression qu'à chaque fois, on va dire les choses telles qu'elles sont, à chaque fois qu'au niveau du Golfe 4, une action est entreprise, la loi elle doit être modifiée ou un nouveau décret doit être voté. D'ailleurs, courant cette semaine, vous êtes au courant de ces 2 nouveaux décrets qui portent adressage des rues et destitution des maires, parce que justement au niveau de la mairie que dirige l'opposant Jean-Pierre Fabre, il y a eu une volonté exprimée de changer le nom d'un certain nombre d'artères. Et c'est pour ça que je posais la question. Finalement, en regardant les 2 décrets dernièrement, l'adressage des rues devient une compétence partagée. Ça veut dire que pour le pouvoir, on n'avait pas pris en compte tous ces aspects parce que vous faites le parallèle avec d'autres pays comme le Sénégal. À Ziguinchor, le nouveau maire, il a changé les noms de rues qui portaient des noms de personnalités coloniales. Donc on comprend que c'est une compétence propre, mais le Togo semble en faire une compétence partagée, d'où cette gestion qui semble au cas par cas finalement. Bon, en fait, moi, je ne vais pas rentrer dans cette affaire de compétences partagées ou pas. Je vais parler au nom de la loi sur la décentralisation, qui en réalité, lorsque vous lisez son article 82, fait effectivement en tout cas, je parle sous le couvert de la dernière mouture. Je ne sais pas si l'article 82 a été modifié. Donc, cet article 82, en tout cas, au moment où la commune procédait à cette modification-là, faisait de l'adressage des voies, c'est-à-dire qui est sous le titre d'urbanisme et habitat, une compétence propre. Ça, c'est ce que dit l'article 82. Mais vous savez, quand vous avez une loi, il ne faut pas aussi, parfois, il ne faut pas faire l'erreur de rester accroché à une seule disposition. Il faut lire la loi du début jusqu'à la fin. Parce que moi, ceux qui m'ont appris le droit, ils m'ont dit que la loi, elle est faite de 3 choses, si nous voulons bien comprendre la loi. Il faut lire le principe et il faut chercher les exceptions prévues à ce principe. Et il faut voir comment ce principe ou bien ces exceptions ont été appliquées par les tribunaux dans le temps, comment la jurisprudence et aussi la doctrine, comment les professionnels du droit se sont exprimés là-dessus dans leurs publications scientifiques. Donc ceci dit, lorsque vous dépassez cet article 82 et que vous en arrivez à l'article 88, mais il est dit quelque chose de très intéressant là-bas, qui précise que dans l'exercice des attributions du conseil municipal, je suis en train de paraphraser aussi bien au niveau des compétences propres prévues par l'article 82, les compétences, comment dit-on, partagées, transférées, prévues par les articles 83, 84, mais il faut que
la mise en œuvre des délibérations de ces conseils municipaux puisse se faire dans le respect des orientations nationales. Donc, les orientations nationales, mais c'est un élément très important à prendre en compte. Et même plus loin, vous allez à l'article 385 que le ministre de l'administration, lui aussi, il a relevé, qui parle toujours des orientations nationales. Dans une autre loi, celle portant attribution et fonctionnement du district autonome du Grand Lomé, vous avez en son article 4 des compétences qui sont reconnues au district autonome du Grand Lomé, mais il y a toujours cette phrase qui précise dans le respect de l'harmonie nationale et des orientations nationales. Ça veut dire qu'il y a un cadre, c'est-à-dire ces compétences, qu'elles soient propres, partagées ou transférées, ne sont pas ex nihilo. Ils découdent, ils viennent de quelque part. Et ce quelque part, c'est les orientations nationales. Les orientations nationales naissent d'où? Il s'agit notamment des décrets d'application. Certes, il y avait, ou bien il y a cette compétence de l'adressage des voix, qui est consacrée comme compétence propre. Mais a-t-on recherché le cadre d'application de cette compétence? Je crois que c'est tout l'enjeu. Peut-être on peut dire que la commune de Golfe 4, son maire, c'est leurs conseillers municipaux, ils sont peut-être en avance sur leur temps. On peut dire cela. Mais je crois qu'on n'a pas besoin d'adopter une approche conflictuelle pour exposer ou bien pour étaler sa manière, sa perception du développement. Moi, je pense sincèrement que lorsque nous parlons de développement, naturellement, il y a des approches. Moi, je pense ceci, moi, je pense cela. Et c'est là même qui fait la richesse de la chose. Mais lorsqu'on précise qu'il y a un cadre, mais pourquoi vouloir s'en soustraire? Mais on vous dit qu'il y a un cadre, mais approchez-vous. Mais quel est ce cadre dont il s'agit? J'ai appris récemment que l'affaire est soumise à l'appréciation du juge administratif. C'est naturellement prévu par l'article 78 de cette loi-là. Mais aujourd'hui, je me réjouis que le cadre prévu à cet effet, l'orientation nationale tant attendue, est né aujourd'hui. Il y a un décret aujourd'hui qui est ce décret qui précise la procédure à suivre en matière d'adressage des voix. La commission, vous faites la demande, la commission l'instruit et prend une décision de droit. Donc il faut dire que c'est ce cadre-là qui n'existait pas et qui peut-être a justifié l'action de la commune de Golfe 4. Mais aujourd'hui, ce cadre existe aujourd'hui. Faut-il s'en soustraire ou pas? De toutes les façons, il y a une chose qui est constante. La même loi qui précise que l'adressage des voix est une compétence propre, en son article 88, précise que les délibérations du conseil municipal doivent se faire dans le respect des orientations nationales. Justement, cette précision que l'on met partout dans le respect des orientations nationales, c'est un peu comme si je vous donne ça de la main droite, mais de la main gauche. Je le récupère de la main gauche. Non, mais il faut dire simplement la chose de cette manière. Nous sommes, je le disais tantôt, à la première expérience. Il y a une mairie qui décide de nommer des rues. À la fin, il y a un autre maire qui vient. Voilà. Est-ce qu'il, par ses propres convictions, décidait aussi de nommer les mêmes rues autrement? Si cela se fait, ça veut dire que l'idée qui a sous-tendu l'adressage de ces rues-là ne servira plus à rien, parce que, en réalité, ce qu'a fait la mairie Golfe 4, c'est de susciter une compréhension de notre histoire. Oui. Quand on prend les noms, certains noms que moi-même personnellement je ne connaissais pas, et je suis allé à la recherche, mais j'ai dit, mais c'est vrai,
il faut forcément que nous, en tant que citoyens, nous connaissions notre histoire à partir de ces noms-là. Donc, c'était une très bonne chose. Mais s'il faut s'en arrêter là et dire que, à cause des compétences propres, la mairie du Golfe 4 peut nommer les rues et qu'après ce mandat-là, un autre maire revienne pour nous dire « Moi, j'ai pensé plutôt qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça ». Ça veut dire que à chaque fois, on pourra renommer les rues de la même commune n'importe comment et il faut tout simplement recadrer tout ça. C'est d'ailleurs ce qu'expliquait le ministre porte-parole du gouvernement, Christian Trimoy. Il dit que l'adressage des rues ne peut pas se faire juste comme ça parce que lorsque vous changez le nom, ça a des impacts par exemple sur le titre foncier, ça a des impacts par exemple pour les services de la CET et de la régie qui ont une cartographie claire de la ville avec des noms très précis. Oui. Donc il faut prendre langue et puis il y a par exemple des rues qui sont partagées avec d'autres communes. Oui. Donc il faut prendre langue avec ceux-là également. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut décider à la volée. C'est ce que je disais qu'il faut recadrer la chose. Vous ne pouvez pas, parce que vous avez envie de travailler. Je dis ça, c'est que la mairie du Golfe 4 s'est dit, nous avons des compétences. Il faut déjà commencer par faire quelque chose pour montrer quand même aux citoyens que nous avons été... qu'ils sont en avance sur leur temps. Oui, nous avons été élus pour quand même des résultats. On ne va pas partir et les citoyens vont nous poser des questions sur notre mandat. Et donc, je crois que finalement... Comme l'a expliqué le ministre Trimoy, je ne voudrais pas prendre cela comme raison et tout ça, mais je dis c'est tout à fait logique. Parce que politiquement, il faut aussi chercher des raisons pour contrer l'adversaire politique. On est sur un terrain politique. Sauf que c'est une raison valable aussi. Mais, non, mais oui, valable à un certain niveau. Parce que la commune au niveau du titre foncier, la commune du Golfe 4 aussi peut évoquer d'autres raisons qui peuvent être aussi valables. Alors, un autre aspect, je sais que vous suivez très bien cette actualité, c'est la gestion des communes. Vous avez par exemple Golfe 3, on pointe un endettement de plus de 600 millions de francs CFA. Vous allez au Golfe 7, on pointe un endettement qui avoisine le milliard de francs CFA. Vous avez la même situation dans le Golfe 5. Je peux y multiplier les golfs, mais je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose. On est pratiquement dans des mairies qui sont contrôlées par les gens du parti au pouvoir. On a eu déjà une destitution d'un maire, je pense qu'on se situe à Gouenivé 5 ou 6, si je ne m'abuse, un maire de l'Union pour la République. Donc, beaucoup de cas de mauvaise gestion qui touchent des mairies portées par des gens du parti au pouvoir. Aujourd'hui, le décret également porte sur la destitution des maires. Ce décret précise que pour destituer un maire, il faut avoir tenté une conciliation préalable qui a échoué avant d'enclencher. Est-ce qu'on est en train de protéger des maires, je mets ça entre guillemets, indélicats? Mais je crois que le test ne dit pas cela. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un conflit, tant que le conflit n'atteint pas certaines proportions, mais c'est naturel, qu'il faut d'abord chercher une conciliation. C'est une question de bon sens d'abord. On ne va pas tout de suite déchoir un maire avec un coup de tête juste après le premier malentendu. Mais si des positions, de toutes les façons, lorsque vous êtes en conflit et que vous décidez soit d'adopter pour la voie de la conciliation, mais à un moment donné, on dresse un procès verbal pour qui fait le constat de la non-conciliation, que nos positions sont irréconciliables. Donc il faut adopter la voie légale. Donc, mais ceci dit, ce que moi j'aimerais dire, c'est qu'il ne faut pas voir le volet endettement sous un angle négatif. Vous savez, moi je suis un peu plus financier qu'autre chose. Parfois l'endettement, parfois l'endettement peut être la meilleure voie à suivre. Parfois, c'est préférable de s'endetter que d'utiliser ses ressources propres. Mais quand on ne voit aucun investissement... Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut voir plutôt les résultats, ce qu'a été fait de cet endettement. Ça a servi à quoi?
Et est-ce que cet endettement permet à long terme d'avoir des résultats hautement positifs plus que le coût de cet endettement? Donc la question qu'il faut se poser, c'est de ne pas voir l'endettement de la commune, mais avec quoi, à quoi ça a servi. Mais je vais vous donner un exemple d'un cas très patent, du Golfe 3, parce que j'ai pris également langue avec le maire. Ça, c'est chez M. Kamal Adjaï. J'ai pris langue avec lui pour comprendre la situation de son endettement. Il m'a expliqué, etc. Mais beaucoup d'élus disent, par exemple, on a construit un carrefour qui devient accidentogène, qui ne sert à rien et que ce n'est pas le meilleur investissement, par exemple. Et que les élus n'ont pas été consultés, n'étaient pas au courant, ne savent pas qui même a été attributaire du marché pour le faire. Donc il y a beaucoup de cas de gestion même des mairies. Comment on dit ça, le mode de gestion même est remis en cause. En fait, M. Samuel, si des élus disent cela, je me pose des questions. C'est-à-dire, est-ce qu'un maire, lui, en fait, lorsque je lis la loi sur la décentralisation, le maire n'est là que pour exécuter les décisions du conseil municipal. Donc, on ne vienne pas nous dire qu'un maire... Ce n'est pas trop ce qui se fait ailleurs, d'après ce qu'ils disent en tout ça cas. veut dire qu'eux-mêmes, ils cautionnent quelque chose d'illégal. Parce que si le maire... C'est pour ça qu'ils veulent décider. Si le maire n'exécute pas les décisions du conseil municipal et qu'il exécute ce qu'il veut, mais attention, c'est à eux, ces conseillers municipaux, au lieu de venir se plaindre chez Samuel, mais d'introduire un recours auprès du préfet pour contester la légalité de l'acte en soi. D'accord. Alors, dans le même cas, par rapport à la gestion de cette commune qu'on voit aujourd'hui, il y a aussi d'autres qui disent, bon, c'est vrai, il y a des communes où se trouve alors comment on appelle l'autorité de régulation des marchés publics? Parce qu'il s'agit en réalité d'un marché public municipal. Qu'est-ce qu'ils en disent de ces marchés-là? Ils disent que oui, c'est vrai, un certain nombre de communes s'endettent, mais quand vous regardez par exemple du côté des communes dirigées par l'opposition, on a comme l'impression d'avoir un trop plein de liquidité parce qu'ils ont peur d'investir aussi. D'abord, c'est un maquillage de compte. Je voudrais demander, ces mairies-là s'endettent auprès de qui? Auprès de qui ils s'endettent? Quelle institution bancaire et tout. Comment ça se passe? Voilà. Comment ça se passe? Et sur quel projet? Et à qui ils présentent d'abord ces projets-là pour aller s'endetter? Est-ce que ça veut dire peut-être que les endettements concernent uniquement les intrants qu'on utilise? Je parle de papier, de petits trucs. Est-ce que les consommables de bureau. Les consommables et tout ça. Est-ce que c'est ça ou de vrais projets sur lesquels on a besoin d'investissement et on est allé chercher de l'argent pour faire et on s'est endetté? C'est-à-dire des projets qui génèrent du cash. Je disais tantôt qu'il faut que nos maires soient ingénieux. Regardez, on dit États-Unis, première puissance mondiale, mais c'est le pays le plus endetté au monde. Je pense que c'est le Japon, il me semble. Oui, mais les États-Unis sont aussi très endettés. Oui. Mais en termes de proportion par rapport au PIB, c'est les États-Unis. Les États-Unis. Mais je dis, on ne peut pas interdire à des groupements de s'endetter, mais quels sont les effets de ces endettements? Ça a servi à quoi? Vis-à-vis du développement de leur commune. Mais est-ce que ce n'est pas dangereux quand c'est les élus qui vous disent qu'on n'est pas au courant de ces niveaux d'endettement, on ne sait pas comment c'est arrivé? J'en viens. Maintenant, c'est pour ça que j'ai posé la question de savoir si ce n'est pas de petits endettements comme les consommables, tout ça. Si c'est des endettements par rapport à des projets, mais il n'y a rien à faire que d'intenter des procès contre ces maires-là, tout en respectant la loi. Aujourd'hui, la loi parle de conciliation et avant tout ça. Oui, il faut les respecter. Mais maintenant, est-ce que c'est des décisions prises uniquement par les maires? Est-ce que derrière, certains conseillers aussi n'ont pas signé des choses? Là, on parlera tout de suite du conseil municipal. Donc, est-ce que c'est les maires seuls? Parce que quand Aboka
par exemple, disait que sa mairie s'est endettée. Il y a des conseillers municipaux qui ont appelé pour dire non, nous on n'est même pas au courant de tout ça. Et c'est quelqu'un qui lui a écrit, rédigé ce truc-là. Est-ce que ce n'est pas une manière, par exemple, de demander aux autorités de finalement leur donner des moyens pour pouvoir travailler? D'accord, on est déjà à la fin, mais il y a une question qui me taraude l'esprit, puisqu'on fait le bilan de 3 ans de décentralisation. C'est vrai qu'il nous reste encore 3 ans, mais beaucoup disent finalement l'autre bilan aussi qui s'impose par rapport au Togo, 117 communes quand même. Bon, moi je ne parlerai. Moi sincèrement, je ne vois pas le nombre. C'est pourquoi j'ai posé une question au préalable. Les gens de chez qui nous avons copié la décentralisation, c'est sur une ossature économique que les collectivités territoriales ont été créées. Cela correspondait à une réalité économique. Si on prend la commune de Golfe 4, c'est sur quelle réalité économique on a créé cela? Si on prend Agouin IV5, c'est sur quelle réalité économique? Parce que tout ça a un sens. Est-ce qu'on peut dire que, par exemple, si de Golfe 5 à Golfe 4, à Agouin, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une réalité économique? Est-ce qu'il y a un pôle économique autour duquel se développent ces entités, ces collectivités territoriales? C'est la question qu'il faut se poser. Ou bien elles ont été créées juste par un souci de partage et de décentralisation du pouvoir politique. Merci. C'est autant de questions qu'il faut répondre. De toutes les façons, je pense que on va rendre chez nous, on a pris en compte beaucoup plus l'espace et le nombre d'habitants. D'accord. Merci beaucoup, Eric Johnson, d'être passé répondre à nos questions. C'est moi. Merci, Zana Sadio. C'est moi. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous le samedi prochain.